Thank you, guys. C'est qu'un autre en fait ici. Ça, c'est Warzone. C'est la zone, en fait. Ça, c'est la zone Warzone. On voit plus. Ça, c'est lorsque, pour défoncer les mosquitos, les moustiques, tu fumes tout le truc, tu poisons, il y a un peu dans la maison. Mais du coup, ça te dégomme le moustique parce que j'ai chopé la dengue il y a c'était l'année dernière. Et si vous pensez que la dengue, que Covid, c'est quelque chose, alors, je suggère d'essayer la dengue. Lui, tu te mords, tu meurs. Direct. Tu sais c'est quoi? Belum tahu. Coba cek pada Lui, il te chope, il te défonce un 2-2. Après, tu meurs sous genre moins d'une heure. Hein. En moins d'une heure, ça déconne pas. Welcome to Bali, hein? Cobra. Oh, Cobra. lol, lol. Du coup, petit débrief pour toutes les personnes qui sont pro-Brigitte Bardot, défense des animaux, etc. Ce serpent te pique, te mord, tu meurs. Ok. Et le truc, c'est que tu fais ça, là. L'autre, il est en train de jouer à Call of. T'as l'un qui est en train de jouer à Call of, l'autre est en train de tuer des serpents et l'autre qui est en train de boucher du code en production. Bon. C'est la vibe. Mais plus sérieusement, si t'as des. C'est juste en bas de la gym. On a une gym et un sauna en bas. Tu marches et en fait, c'est juste à 1 mètre, 2 mètres sur le côté. Tu passes, tu vois pas en fait. Le soir, voilà. Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler de CRO. Le CRO, c'est quand même. C'est l'un des points les plus importants avec la recherche marché pour un bon marketeur. Un bon marketeur, c'est une personne qui arrive à identifier comment passer de là où il est à là où il veut aller. Voilà. Ça, c'est la définition de marketeur. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour apprendre à doubler des taux de conversion et savoir quel taux de conversion il faut augmenter en priorité. Bon. Et aujourd'hui, je vais vous prouver, je vais vous montrer que vous pouvez adapter ça à n'importe quel type de business, que ce soit un SaaS, une offre de consulting, votre offre à étiquette, votre site e-commerce, peu importe. Ça, c'est pour tous les founders qui lancent un business ou qui ont déjà un business qui tourne. Et le mieux, c'est lorsque je veux faire en sorte que cette vidéo soit une base pour toutes les personnes qui ont déjà un business, mais également pour aussi les personnes qui veulent aller scaler des business. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des personnes avec un cerveau, équipées d'un cerveau, qui peuvent aller scanner des business et les aider à aller leur faire générer 300, 500, 1 million d'euros de plus par an. Moi, juste avec le contenu que je reçois toujours des DM, des messages d'entrepreneurs qui font un certain chiffre d'affaires et qui veulent du consulting avec moi one-on-one. Donc, on en accepte quelques-uns. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont juste pas les moyens de payer mes services. Et donc, il y a un énorme marché pour vous aller aider à scaler des business. Okay. Surtout aujourd'hui, avec tout le cloud, etc., toutes ces conneries online, des personnes qui pensent qu'ils peuvent réussir, sauf qu'en fait, ils se rendent compte que dans l'exécution, ça ne fonctionne pas. Ils essaient de mettre des carrés dans des triangles et ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, si toi, tu arrives à comprendre ce que je vais te partager ici, avec des exemples concrets, c'est ça qui est un peu compliqué avec des CRO, c'est qu'en fait, si je n'ai pas un business en face de moi pour te montrer exactement comment je le fais ou comment je le ferai, c'est ultra compliqué. On a de la chance, on a Closing Mastery et je peux te montrer ce que j'ai fait dans le passé et les décisions que j'ai prises dans le passé. Et ça, c'est top. Si tu as vu la vidéo qui vient de passer juste avant, qu'on a publiée, au moment où tu as regardé la vidéo, je te parlais de mon move sur Closing Mastery et comment on a décidé comment est-ce que j'ai identifié un gap et comment est-ce qu'on est parti sur une trajectoire qui nous a mené finalement à devenir finalement le leader sur le marché du closing et du setting, donc en fait, et aujourd'hui sur iClose. Donc c'est quand même quelque chose que j'ai fait plusieurs fois et c'est encore une fois, c'est quelque chose que je continue de faire lorsque je développe même des fonctionnalités pour iClose, parce que moi, mon obsession, c'est comment est-ce que je peux faire gagner plus d'argent à mes clients. C'est mon obsession. C'est comment est-ce que je peux faire pour t'échanger un billet de 1000$, même si ça n'existe pas, contre $1. Donc du coup, je te fais gagner 1000$ et tu me donnes $1. Et si je peux faire ça pour 1 million de personnes, je suis milliardaire. C'est ça la théorie finalement, ok? Et tu veux faire ça de scale. Mais dans ton business à toi actuellement aujourd'hui, comment est-ce que tu peux faire? J'ai déterminé 3 points. Distribution, donc être en capacité de générer de l'attention et distribuer l'offre que tu viens de packager. La conversion, lorsqu'on a généré cette attention, que ce soit avec de l'organique sur Instagram, avec des réels, la publicité Facebook, YouTube, peu importe. Comment est-ce qu'on fait pour la convertir? Et là, on va partir du type d'ads qu'on va envoyer, du type de format d'ads qu'on va envoyer, la copie d'un ads qu'on va envoyer, jusqu'à la landing page, ce que le prospect va voir sur la landing page, la VSL qu'il va voir, la série d'indoctrination qu'il va voir,
lorsqu'il va réserver un appel ou acheter directement si tu es sur un e-commerce, à post-action. Donc, tu vois, lorsque tu fais de la publicité, tu viens enchérir sur une action. D'accord? Et ça, on va, dans le reste de cette vidéo, lorsque je parlerai d'action, ça peut être, peu importe l'action, ça peut être réserver un appel, ça peut être un lead, ça peut être un achat, suivant ton business model. Et donc, du coup, lorsque tu optimises ta distribution vers une certaine action qui est importante par rapport à ton business, l'objectif, c'est déjà de maximiser cette conversion, de faire en sorte qu'elle soit le plus rentable possible. J'allais dire le moins cher possible, mais ce n'est pas vraiment ce que tu veux. Le plus rentable possible, c'est vraiment important. Et je te montrerai des exemples après qui m'ont montré que finalement, les leads les moins chers, les prospects les moins chers ne sont pas toujours les prospects les plus intéressants pour ton business. Et après, conversion, sales team, closer, setter, tout le bordel. Et puis après, on va parler d'opération. Parce que finalement, si tu as une offre incroyable qui te coûte, parce que tu as des coachs, tu as des consultants, tu as Tony Robbins qui vient de donner un one-on-one coaching call, qui te coûte 10 000 euros à fulfill. Donc un client, pour délivrer le résultat, te coûte 10 000 euros. Alors que le coût d'acquisition te coûte 8 000 euros en publicité, en distribution, et que les closers te prennent 10%, et que tu as des logiciels qui te prennent un flat rate de 3-4% sur ton revenu overall, ben tu es dehors, tu es out. Donc c'est pour ça que l'opération est ultra importante. Mais finalement, l'opération, si tu n'es pas débile, c'est comme ça en fait finalement que tu es arrivé finalement à ton offre. Donc tu pars de ton offre, tu te dis, ok, qu'est-ce que veut le marché ? Le marché a cette problématique. Et le mieux, c'est lorsque tu es ton ICP, lorsque tu es ton avatar, lorsque tu vis le problème au jour le jour. Et lorsque tu vis le problème au jour le jour, tu es en capacité d'identifier la vraie valeur de cette problématique et le workflow. Et tu es en capacité d'identifier lors du workflow que ton prospect idéal essaye de faire, quelles sont les tâches les plus chères, les plus ennuyeuses, les plus coûteuses, les plus où c'est à quel moment finalement l'outcome que le prospect ou que ton client essaye d'atteindre, ou quel est comment est-ce que je peux dire ça? The most expensive point of failure. Qu'est-ce qu'un point of failure? C'est-à-dire que si tu veux, on peut tout faire. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des ingénieurs, des développeurs, l'intelligence artificielle, même si je chie dessus pas mal sur l'IA, tu peux tout faire, quasiment. Théoriquement, tu pourrais tout faire. Sauf que pour faire ce que tu veux faire, il y a un workflow, il y a des étapes à mettre en place, il y a un process à mettre en place, et si tu es intéressé par vendre une solution qui va délivrer un résultat à des masses, tu as besoin d'un workflow, de manière à pouvoir finalement standardiser le résultat pour pouvoir le vendre à des centaines, des milliers de personnes. Lorsque tu es en train de regarder ce workflow, tu dois identifier des points of failure. Et les points of failure, c'est les moments où ça échoue. Les points d'échec. Point of failure. Et tu dois identifier quel est le point of failure le plus évident, le plus cher, le plus coûteux, le plus... celui que l'audience déteste le plus. Et ça, tu dois le max. Tu dois maxer finalement le plus gros point of failure et tu dois le tourner en avantage compétiteur. C'est-à-dire que moi, par exemple, lorsque j'avais lancé Closing Mastery, je formais des closers et je les mettais en relation avec des entrepreneurs. Donc finalement, c'est laisse-moi te montrer comment transformer tes mots en euros et générer 1000, 2000, 3000 euros par mois depuis chez toi, sans avoir à faire de dropshipping, d'e-commerce, etc. Parce que j'avais identifié qu'il y avait des personnes comme moi qui aimaient parler avec des gens et qui aimeraient sortir 1 ou 2 SMIC par mois en faisant ça, sans avoir des problèmes techniques, gérer un ordinateur, se casser la tête avec des sites e-commerce, des pixels, etc. Donc, du coup, c'est le dream outcome. Et tu peux faire ça à côté de ton travail. C'est le dream outcome pour cette audience. Maintenant, j'identifie ce problème. Ok, très bien. Mais d'un point de vue opérationnel,
moi, je ne voulais jamais m'occuper de la delivery. J'ai toujours voulu mettre des coachs. Au bout d'un moment, on en avait genre 15-20, des coachs qui venaient avec le client, qui faisaient des coaching calls. On avait des coaching calls 1 à 2 fois par jour. C'était une dinguerie. En termes de delivery, tout le monde était ultra satisfait. Et en plus de ça, on leur donnait des appels parce que j'avais identifié que les entrepreneurs, pour qu'ils continuent de recruter chez moi, ils avaient besoin de closers qui avaient eu de l'expérience. Et donc, du coup, j'avais 2 business en un business. C'est-à-dire que j'avais le côté générer de l'attention et la convertir avec des prospects qui viennent pour closer, etc. Et j'avais l'autre côté, des entrepreneurs qui recherchaient des closers et des setters. Le truc, c'est que, en termes d'opération, c'était juste un enfer. Mais ça valait le coup. J'y viens après. J'ai des personnes qui arrivent, qui veulent devenir closer et setter. J'ai des personnes qui veulent travailler depuis chez eux sans avoir à lancer le business. Mais pour pouvoir les mettre en relation avec des entreprises, les entreprises ne veulent pas les recruter, ou en tout cas, je peux très bien mettre en relation une dizaine de closers, etc. pour une entreprise, mais s'ils ne sont pas satisfaits, ça marche pas. Mais moi, j'avais déjà identifié qu'il y avait un hack, il y avait une anomalie. C'était que, et ça venait de mon expérience précédente, c'est qu'en sales, le turnover est juste fou. C'est-à-dire que même si dans sales is the highest turnover ever. C'est-à-dire que de toutes les industries, la vente est l'industrie dans laquelle on recrute et on vire le plus. Mais c'est génial pour moi, ça. C'est-à-dire que du coup, je peux faire tout ce que... Je peux prendre mes responsabilités en mettant des checks dans le workflow, dans le point of failure. Pourquoi est-ce qu'on vire un closer? Le closer, il n'est pas bon, il ne sait pas pitcher, il n'a pas de bon script, il n'a jamais pris d'appel. Et ça, c'était le fait qu'ils aient... En tout cas, la croyance des entrepreneurs auxquels j'envoyais des closers, c'était qu'ils pensaient que leur business, les closers qu'ils avaient dans leur team, ne closaient pas parce qu'ils n'avaient jamais eu d'appel. Ce qui est en partie vrai. Mais ce n'était pas la plus grosse raison. C'est pas le plus gros facteur qui venait justifier le fait que leur business ne closait pas. Mais ça, ils ne le savaient pas. Moi, je le savais. C'est-à-dire qu'à côté, je sortais high closed. Du coup, je leur ai vendu le rêve bleu. Je dis, ok, vous voulez des closers avec de l'expérience? Je peux faire ça pour vous. Du coup, les closers, ils arrivaient, on les closait, on leur disait qu'on allait leur apprendre à closer et que s'ils ne passaient pas par nous, c'était quasiment impossible d'être recruté par un entrepreneur parce que l'entrepreneur voulait des closers qui avaient déjà closé. Et c'était vrai. Là, j'ai vu le gap là, et en plus c'est justifié. En fait, ce truc, il a juste nuqué tout le marché parce que j'ai fait d'une pierre deux coups. Si tu as vu ma vidéo d'avant avec mon katana, bam, où tu as une espèce de Milky Way, c'était parfait. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est que, ok, très bien, donc comment est-ce que je peux faire pour donner aux deux parties exactement ce qu'ils veulent? D'accord, je réfléchis, ben en fait, j'ai juste à leur donner des prospects. Du coup, ce que je faisais, c'est que tous les prospects qui venaient de notre... on avait des prospects en plus, tous les prospects qui venaient de mon email list, parce qu'il fallait faire opt-in VSL, c'était de la pipeline en plus. Mes closers et mes setters, en moi, de mon équipe, ils étaient déjà focalisés sur les prospects qui voulaient devenir closers. Et du coup, cet extra pipeline qu'on n'avait pas le temps finalement d'utiliser, qui était perdu, ben, je l'ai donné aux closers et aux setters qui venaient de démarrer. Ça leur permettait de faire leur premier appel parce que tu vois, tu commences en tant que closer, tu n'as jamais passé d'appel, tu es stressé, etc. Vaut mieux que tu le passes sur un prospect, un fake lead, un vrai lead, mais il n'y a pas vraiment d'enjeu, plutôt qu'un prospect où tu vois, l'entrepreneur vient de payer 100 balles pour le call, tu arrives, tu ne sais pas déballer ton speech, tu ne sais pas partager ton écran sur Google Meet, ça la fout mal. Mais du coup, je prenais tout ce risque. Et ça avait énormément de valeur pour le closer et le setter, et énormément de valeur pour l'entrepreneur. Mais ça avait zéro coût pour moi, à part le coût opérationnel. Parce que ces leads étaient déjà générés, de toute façon. Du coup, j'ai fait des merguez. C'est-à-dire que du coup, mon père était boucher. Du coup, quand tu fais des merguez, ce que tu fais, c'est que tu as
tu vends ta viande, et lorsque ta viande, et ça c'est tous les bouchers qui font ça, lorsque tu vends ta viande et que ça arrive bientôt, là, la semaine prochaine, ça arrive à date d'expiration, ce que tu fais, c'est que tu prends tout ça, tu broies la viande, tu mets un petit peu de gras parce que sans gras, les merguez sont pas bonnes, et étant donné que tu mets un petit peu d'épices, tu transformes l'aliment, et en transformant l'aliment, tu extends la période d'expiration. Et automatiquement, tu fais de l'argent de zéro. En fait, il faut que tu fasses comme Rémi, encore une fois. Il faut que tu fasses une chose une fois, il faut que tu sois payé plusieurs fois. Si tu es payé qu'une fois pour ce que tu fais pas d'argent. Parce que ça va juste courir tes coûts de distribution, tes coûts de conversion et tes coûts d'opération. Et donc, du coup, je génère du money out of fucking thin air. De zéro, je génère de l'argent. Parce que ce n'est pas une question de ressources, c'est une question de cerveau, de QI, de trouver les asymétries d'offres et de demandes et de pouvoir distribuer ça d'une manière qui soit éloquente et claire. Et ça, tu ne peux pas faire ça si tu ne connais pas le problème de ton client. Je connaissais le problème des closers, des setters, parce que j'ai commencé la vente lorsque j'avais 15-16 ans. Et je rencontrais le problème de l'entrepreneur parce que j'ai scalé des entrepreneurs comme Flo et c'était un enfer d'aller sur Upwork et de recruter des chèvres. Donc du coup, je connaissais le problème des deux parties. Et ça, tu le rends dans une offre incroyable. Et avant que la compétition commence à comprendre où est le nord, le sud, l'est, tu as déjà cash out. C'est pour ça que copier les gens, c'est juste l'une des erreurs de base. Parce qu'ils sont déjà dans le passé. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait leur offre. Peut-être que leur offre, elle a 6 mois, 1 an. Et ils l'ont fait par rapport à leurs croyances qu'ils avaient 6 mois ou 1 an en arrière. Ils l'ont peut-être copié d'un gars qui est des US d'il y a encore 6 mois ou 1 an en avant. En arrière encore. Donc en fait, tu as 2 ans de retard. Alors que si tu te focuses sur le futur, tu sais que, par exemple, dans mon cas, High Ticket Sales va faire que bumper. Sales is the highest turnover. Donc ça va recruter et virer à tire-larigot. Et que des personnes veulent générer des revenus depuis chez eux. Bon ben, il y a là. Donc ça, je ne connais pas ton offre. Donc je peux pas, je peux pas faire des plans sur les comètes, essayer d'arriver à trouver un truc, dire ah tu peux bumper, ça c'est le truc de mon lieu, bumper ton taux de conversion là, ok très bien. Mais d'un point de vue fondamental par rapport à ton offre, parce qu'on parlait de l'offre, et l'offre a un impact direct sur ton coût d'opération. Et j'ai pu faire ça, et j'y viens, parce que mon coût d'opération était celui qui était, cher, mais mes conversions étaient tellement hautes et ma distribution, j'avais trop de leads. C'est parce que je payais mes leads à 2 euros et mes coûts par appel à 6 euros, enfin 2 euros à la fin, mais au début j'étais à genre 1 euro lead, 6 euros coût par appel, 1 euro par lead, que j'ai un surplus de pipeline que je peux donner aux étudiants pour qu'ils s'entraînent pour que les closers et les setters soient recrutés par ces entrepreneurs, qui va finalement me créer une relation avec des milliers et des milliers d'entrepreneurs qui, au final, qui dépendent de moi pour justement scaler leur business. Parce que sans bon closer, sans bon setter, ils peuvent pas closer leur lead. Une fois qu'ils dépendent de moi pendant 1 an et demi, en diagonale, en parallèle, je crée iClosed. Et au bout d'un moment, je dis, vous ne pouvez plus avoir de closer et de setter. La seule manière d'avoir des closers et des setters, c'est d'acheter iClosed. Lorsque vous achetez iClosed, vous avez des closers à l'année, donc on va forcer l'adoption à l'année. Vous avez des closers et des setters en illimité. Mais alors qu'on leur faisait payer genre 400, 500, 1000 balles parfois par closer. Et du coup, je fais des clés de bras parce que je savais très bien que le business de Closing Mastery, sinon tu finis comme le normal infopreneur de base qui fait de l'argent, puis après il n'en fait plus, parce que ton business va go down. De toute façon, on est dans un business où la distribution est le truc le plus important. Il nous faut générer de l'attention, convertir, sauf qu'on est obligé d'aller se prostituer émotionnellement à ces plateformes publicité où il y a de plus en plus de compétition, et donc du coup les CPM ne vont faire que augmenter, les taux de conversion ne vont faire que descendre, et donc du coup,
tu es sûr que à un moment donné, le cash va descendre. Donc, comment est-ce que tu fais pour sortir de l'argent de nulle part, faire en sorte que ça compound? Là, je suis en train de m'exciter un petit peu et de partir en tangente par rapport business CRO, parce que c'était un petit peu l'objectif de finalement vous montrer d'un point de vue conversion comment est-ce qu'on fait. Et j'avais, donc on va rester un peu plus focus sur ça. Si ça vous intéresse, ces monologues intéressants, vous me dites dans les commentaires et je continue avec plaisir. Mais le job là, le but c'était vraiment le CRO. T'en penses quoi, non? On s'éloigne un peu. On s'est éloigné, on s'est bien éloigné là. On s'est très éloigné. On s'est très Oui, épais. on est dans le... Là, on est parti de l'autre côté. Mais je trouve qu'en fait, le but, c'est quand même d'avoir des conversations et de ne pas scripter ça comme on pourrait scripter ça avec GPT ou Claude. Ça, tu vois, un Claude ne pourra jamais te sortir une vidéo comme celle-ci. Maintenant, une fois que tu connais, une fois que tu as encore une fois, tu as ton offre, c'est ton offre incroyable. Il faut des convictions. En partant de ton expérience passée, tu vas trouver des anomalies de marché qui vont te permettre de créer une offre incroyable, qui va ensuite décider du coût à fulfill, le rêve bleu. Pour tous ceux qui connaissent Aladdin, le rêve bleu, c'est merveilleux. Donc, finalement, ça, c'est la terre promise, c'est la prophétie que tu leur vends là. Ok? Et c'est en fonction de ça que tu vas aller faire tes tests pour la conversion et la distribution. Et ton job, c'est d'aller faire du mass extract. Parce que si tu es en capacité si tu as identifié un marché avec un problème qui vaut cher, peu importe le prix. Peu importe le prix. Parce que tu peux charger beaucoup. 3, 4, 5, 15, 30 000 $, 50 000 $, 100 000 $ même. On voit des offres à étiquette bien plus chères. Du coup, parce que tu vas avoir une offre si incroyable et des marges si importantes, ça va te permettre de pouvoir avoir les meilleurs types de funnels. Tu vas pouvoir tester les meilleurs types de funnels. Tu vas avoir beaucoup plus de budget à allouer en publicité. Et après, ton côté distribution, c'est là où tu vas faire tes culbutes. Tes culbutes, c'est tes clés de bras pour en fait finalement aller voler l'algorithme. Rob the algorithm. Parce que l'algo, il connaît tes marges. J'avais des histoires avec YouTube Ads où après avoir dépensé, les mecs ils connaissaient exactement mon CPA. Et donc du coup, ils faisaient en sorte de te laisser dépenser, puis après, ils te bannissent. Ils te font dépenser genre 10, 20, 30 000 $, et puis après, ils te coupent. Et après, tu es obligé de rouvrir notre account. Et pareil. En fait, ils font que milquer, soit pour te pousser hors de la plateforme parce que tu es arrivé avec des offres un peu trop brutales, ou même sans te bannir, ils vont faire juste en sorte de te milquer. L'algo, c'est exactement combien il peut te soutirer, combien il est acceptable pour toi de payer, parce qu'ils voient quand est-ce que tu coupes une publicité, quand est-ce que tu turn on une publicité, quand est-ce que tu scales une publicité. Donc du coup, eux, leur but, c'est d'augmenter la LTV. Du coup, tu ne peux pas faire confiance aux régies publicitaires. Tu peux faire confiance aux régies publicitaires. Et je vois beaucoup trop de personnes qui basent leur système et leur business model entièrement sur une régie publicitaire. Par exemple, regarde, je vais te montrer sur l'écran. Sur l'écran, sur le tableau. Quand j'ai lancé Closing, j'avais quoi? J'avais identifié qu'il y avait personne qui faisait du YouTube Ads sur le marché français. Ok, bon, très bien. Et je me rappelle qu'il y avait Alex Baker, le fondateur de Airos, qui est maintenant client d'ailleurs chez iClose, qui faisait de la publicité sur YouTube en 2017-2018 et il bombardait tout le monde. C'était abominable. Tu ne pouvais pas ouvrir YouTube sans voir sa tête. Un petit peu ce que je vous ai fait sur le marché français. Et je le détestais. Et donc du coup, je comprends un petit peu l'animosité que vous avez envers moi. Combien est-ce que tu as généré? Et là, je vois plein de personnes qui refont les mêmes publicités qu'on a fait. Ce qui pourrait me donner un royalties parce que c'est l'une des meilleures ads qui fonctionne. Donc en fait, tu vas arrêter des gens, des clients. Donc en fait, ce que tu fais, c'est qu'une fois tous les 3 mois, tu vas faire tu vas prendre, si tu fais de l'argent, hein, quand tu as bien scalé, une fois tous les 3 mois, parce que moi, j'aime pas shooter des publicités.
J'aime pas faire du content en général. Là, ça va, c'est cool. Mais c'était un petit peu une tâche parce que j'étais sur iClose, j'avais d'autres choses à faire que m'occuper des publicités YouTube. Encore une fois, j'ai rarement lancé, j'ai quasiment jamais lancé de YouTube vidéo, de YouTube Ads et Facebook Ads quasiment jamais, à part quand je faisais de l'e-com. Après, j'avais une équipe qui s'en occupait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez vu sur Closing Mastery, toutes les publicités que vous avez vues, setting, dites-vous que j'ai fait tout ça, on a fait tout ça sans que j'en envoie moi-même des publicités. C'est que le système de distribution, le système de conversion, le système d'opération, donc j'ai jamais lancé de publicité, j'ai jamais pris d'appel, j'ai jamais managé la sales team, à part au début, où je mettais Ben un petit peu dessus pour l'emborder. Et pour l'opération, je m'en occupais pas. Et je vois des infopreneurs qui sont encore en train de faire leur coaching call et veulent passer à 500K par mois. Enfin, à moins que tu vends des offres à 50K, je vois pas comment tu peux faire ça. Bref. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est qu'on faisait une fois tous les 3 à 5 mois, on faisait des événements. Où on allait en Afrique du Sud, où on allait à Bali, où on allait à Dubaï, où on allait... Donc du coup, ça me coûtait un billet, ça te coûte 30-40K, ok. Mais, je faisais en sorte d'avoir des vidéomakers. Et donc du coup, étant donné qu'on faisait une team building, je shootais des ads. Mais je shootais des terras et des terras et des terras et des terras et des terras d'ads. Et ça me faisait 3-4 mois. Même plus. Et du coup, même plus parfois. Et après, tu fais des Frankenstein. Donc, tu prends des as avec le hook qui a fonctionné, avec le corps qui a fonctionné. Je pourrais vous faire le script parfait, toutes les ads. On pourrait peut-être prendre les meilleurs ads qui ont tourné et les décrire, enfin, tu vois, les disséquer pour montrer à l'audience un petit peu ce qui fonctionne. Et parfois, tu peux même être surpris. Des résultats. Et donc du coup, ça c'était mon process. Moi, le seul truc que j'avais à faire, c'était une fois tous les 4-5 mois, faire un événement quelque part, ramener une quinzaine de personnes et faire des commentaires générés, arriver avec d'autres types de concepts d'ads, de manière à pouvoir envoyer ça à la team d'editing qui était connectée à la team de media buyer et qui sortait 20-30 ads par semaine. Et puis après, ça partait. En fonction de ça, on voyait les résultats avec la sales team, coût par appel, taux de conversion, taux de cancellation, taux de no-show, revenu par SQL, coût par SQL avec MQL, Marketing Qualified Lead, SQL, Sales Qualified Leads. Envoyer ça, bien taguer le pixel, et puis ça repart comme un an 40. Et ça, c'était le flow. Et on était comme ça. Et on envoyait. Et on envoyait. Ok, bon, on repart. Ça part. Mais faut suivre. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si tu penses que ce type de contenu ou cette manière de te parler, c'est trop pour toi, tu n'as aucune idée. Enfin, du coup, c'est un quality check pour la problématique que tu essayes de résoudre, qui est finalement de passer à 500 000, 1 million, 2 millions par mois. Si cette conversation si tu n'arrives pas à tenir cette conversation, ça va être compliqué. Normalement, tu devrais être avec un petit café, en train de boire ça et en train de répondre à ton équipe sur Slack. Ça devrait être normal pour toi. Ça, c'est le type de conversation qu'on a lorsqu'on n'a pas la caméra allumée. Un peu plus haut, mais quand même. Là, j'essaie quand même de rendre les choses assez simples. Ok, bon, on revient. Lorsque j'ai lancé Closing Mastery, j'ai lancé CM, on a envoyé des publicités sur YouTube. C'était VSL. Et ça générait des appels. Mon premier coût par appel, il me semble que c'était à 6,50 USD. Donc c'est un truc comme 5 $. 5 euros. Ok. C'était un truc comme 5 euros. Avant que l'inflation vous défonce. Du coup, là quand j'ai vu ça, je me rappelle, j'étais au bureau. Et j'ai vu le truc, j'ai refresh 2 fois. Je suis parti sur Aeros. J'étais sur ma chaise, je me suis décalé. J'ai regardé le plafond. J'ai dit c'est bon. J'ai dit tout droit. It's my time. That's my fucking time. Et là on est parti. Donc du coup, la VSL, et en plus c'était une VSL avec des fautes d'orthographe de partout. Ça veut vraiment dire que tu as un product market fit de fou bâtard. Tu vois. Pourquoi est-ce que j'ai lancé sur YouTube Ads? Parce que j'ai vu que le marché français ne savait pas faire du YouTube Ads en 2020. Personne ne savait faire du YouTube Ads. Et j'avais déjà l'expérience avec Flow que Facebook Ads, parce qu'on faisait de l'e-com, donc j'étais gros opérateur pour Florian, où je l'aidais à scaler.
Et Florian, je me suis rendu compte qu'on se faisait bannir beaucoup trop sur Facebook Ads. Et tu vois, tu veux pas un business à dents de scie parce que lorsque tu as des closers, des setters qui performent et qu'ils ont 15, 20, 30, 50 appels par jour et qu'au bout d'un moment, pendant une semaine, tu te fais défoncer ton ad account et que tu peux pas envoyer en publicité, que les closers commencent à se démotiver, que ça leur met moins 50-80% sur leur commission, que du coup, il y a un compétiteur qui vient qui va les recruter, et que du coup, après, les publicités fonctionnent, mais là, du coup, tu es en train de scaler, et donc du coup, tu n'as pas de closer, tu n'as plus de disponibilité, tes coûts par appel augmentent. Ça, c'est l'enfer dans lequel tu te retrouves tous les jours en tant qu'entrepreneur. Et tu ne peux pas faire business avec Meta de manière seule. Tu ne peux pas dépendre. Tu connais T-Bag dans. C'est un petit peu comme dans Prison Break, tu vois, la petite poche où tu es obligé de le. Et j'ai pas envie d'être la bitch de Meta. J'ai pas envie. Non, ça va. Donc du coup, si tu dépends que de Meta, c'est pas bon. Et donc du coup, quand on se faisait bannir avec Flo trop, ben, ce que j'ai décidé, c'est de tester YouTube Ads. Et YouTube Ads, c'était parti nickel. Du coup, quand je suis parti sur Closing Mastery, parce que j'avais identifié qu'avec Flo, c'était l'enfer de recruter les closers, j'ai vu qu'il n'y avait que Joanne, Caroline sur l'industrie. Du coup, j'ai dit, ok, on va faire Closing Mastery, on va faire que du YouTube Ads, on va faire une VSL à la place de faire un webinaire. Et le résultat, c'était 6,50. Et même le premier appel, je ne l'ai jamais eu. J'ai pas eu le premier appel. Ok. Et j'ai utilisé Calendly. Donc t'imagines si j'utilisais Closed à ce niveau-là. Dinguerie. Ok. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a testé la qualité des leads était 5 sur 10. Mais pour 6,50, c'était pas mal. Du coup, on a dû recruter des closers, etc. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur une itération VSL. Et là, j'ai changé la VSL peut-être. J'ai dû faire 45, 50 itérations de VSL. Et les VSL, c'est 1 à 2 semaines d'itération. Mais finalement, je n'ai sorti peut-être que 5 ou 6. Donc j'ai dû faire 45 différentes VSL. Donc faire tous les slides, les 450 slides sur Canva. Penser, vraiment, se poser, se casser la tête. Mettre l'audio dessus, ça marche pas, change, remets ça, teste ce hook en fonction de ce qui fonctionne dans les publicités, en fonction de ce qui se passe dans les appels de vente, en fonction de lorsque la personne achète, qu'elle rentre dans la community school, enfin il n'y avait pas school, il y avait Mighty Network, si je me souviens. Tu te rappelles Mighty Network. Ouais, je me rappelle. Grosse dinguerie, Mighty Network, j'ai pété un câble, j'avais viré Noah, et en virant Noah, je l'avais viré de Mighty Network, qui est la plateforme là où on hébergeait toutes les vidéos, et en fait, à la fin de virer, enfin à la fin de sortir du Mighty Network, il y avait 2 options. Est-ce que vous voulez le sortir ou est-ce que vous voulez le bannir? Et j'étais tellement énervé parce que tu m'avais tellement cassé la tête. J'ai dit bannis ce bâtard. Et quand j'ai cliqué, j'ai fait bannir, ça a supprimé tout le Mighty Network. Il y avait genre 100 ou 200 personnes. Dieu, il t'a puni, tu vois. Et je me rappelle que j'étais dans un resto à la Baraka, manger italien avec un client qui était venu à Bali. Et là, je reçois un message de Ben qui me dit Mighty Network is down. On a perdu tous les cours et tous les étudiants. Et on a dû re-uploader tout ça dans la nuit. Juliette, elle est restée jusqu'à 4h du matin à re-uploader les vidéos, la pauvre. Juliette, pick up. Mais il y a plein d'histoires comme ça, quoi. Fait des dingueries, des conneries qu'on a fait et on savait pas ce qu'on faisait. Tout ce que je savais, c'était que je fais 50 appels. Et du coup, quand tu fais tellement de profit, comme je t'expliquais plutôt avec le côté opération, conversion et distribution, ben, tu peux te permettre d'avoir des problèmes. Parce que dans tous les cas, tous ces problèmes vont arriver dans ta phase de croissance dans ton business. Et donc du coup, on a fait YouTube Ads, VSL. J'ai changé mes VSL plusieurs fois parce que j'avais YouTube Ads qui partait. Et le truc de dingue, c'est que sur YouTube Ads, ma première ad, elle est restée 1 an. Pendant 1 an, je n'ai pas changé ma publicité. Ça délivrait du call. Alors oui, ça passait de 6 à 10, à 15, à 20, à 30, à 40, à 50, à 60. Et puis après, j'ai fait l'événement dont je vous parlais. On arrive avec des nouvelles créatives et là, bam, tu repars en mode 20-30 euros l'appel et tu sors du profit. Mais il y avait une frustration, c'est que je me disais, pourquoi? Parce que j'avais déjà essayé Facebook Ads. Je me suis dit, c'est bien d'avoir deux sources de leads, deux autres plateformes. Et du coup, j'ai lancé du Meta Ads. Et Meta Ads ne voulait pas fonctionner.
tous les leads que j'avais de Meta Ads étaient claqués. Le taux de conversion était un truc comme sur les appels, on était à moins d'1%. Alors que sur YouTube Ads, ça printait à mort. Du coup, pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, si tu veux, lorsque tu vas tester ton business, lorsque tu vas avoir ton offre, lorsque tu vas avoir ton funnel, etc., et tu vas tester sur Facebook Ads, et ça n'a pas fonctionné, et tu vas te dire, ouais, mais mon business ne fonctionne pas. Mais en fait, tu n'as aucune idée qu'en fait, Meta, ce n'est pas ton business. Pas parce que tes leads ne fonctionnent pas sur Meta que ton business ne vaut rien. Ou que ton business ne peut pas scaler. Ça n'a aucun rapport. C'est soit à cause du funnel, c'est soit à cause de la plateforme, c'est soit à cause des publicités. On a testé toutes les publicités. Mon funnel VSL ne fonctionne pas sur Facebook. Point barre. J'ai accepté ce fait. Du coup, qu'est-ce que je fais? On va tester webinaire. Et on est parti sur du FBA. Webi. Et Facebook Ads Webi, ça cartonne. Ça cartonne. Alors que Webi, YouTube Ads, ça ne fonctionne pas pour moi. Et donc, du coup, tu vois très bien que par rapport à ton business, tu as une espèce de matrix, où tu vas avoir ads, funnel, conversion sur du coup sales team, etc. Il faut peut-être aussi mettre lead quality. Et ici, tu vas avoir du coup Meta. Ça, on va dire ads, c'est est-ce que tu te fais approuver ou pas. Ici, funnel, est-ce que ça convertit ou pas. Ici, conversion, est-ce que ça convertit au coût par appel, au coût par action, dont je te parlais plus tôt, d'un niveau qui est acceptable. Et le dernier, je ne sais même plus ce que c'était. Et donc, du coup, tu as Meta, tu as YouTube, tu as TikTok et tu as Snapchat. Et à côté, tu as organique. Et donc, en fait, là où tu veux développer ton ultra instinct, dont je te parlais dans la vidéo précédente, de CRO, Conversion Optimizer, Media Buyer, Marketer, c'est en fait, quand tu as une idée de business, tu fais une recherche marché où tu vas aller voir ce que les gens font sur le marché français, marché US, marché Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ils sont très très forts. Donc si tu vas aller voir un petit peu ce qui se passe au Brésil, c'est les tueurs. C'est les meilleurs en termes de VSL, en termes de funnel building, et c'est les meilleurs marketeurs. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent Hotmart, la plateforme de paiement et de cours, c'est en grande partie en Amérique du Sud. Et donc tu as WOP et Fanbasis qui se battent sur les États-Unis et en Europe. Et à côté, en Amérique du Sud, Hotmart domine le marché sud-américain. Parce que c'est les meilleurs marketeurs. Il me semble que même Iman Gadzhi en parlait. Il disait qu'en fait, il s'inspire de là-bas et c'est comme ça en fait qu'il reprend ce qui se passe là-bas. En fait, tout ce qui se passe en Amérique du Sud va après partir aux États-Unis, qui va ensuite partir sur l'Europe. En gros, c'est le marché. Hein. Le truc qui part comme ça, et toi, tu es ici. Toi, tu vas copier les moldus qui sont sur le marché français, alors que tu n'as pas vu qu'en fait, en Amérique du Sud, c'est là-bas où ça se passe. Okay. Donc, tu dois avoir, par rapport à ça, tu dois te dire, OK, mon business model, c'est par exemple, là, je vais faire un podcast la semaine prochaine avec un gars qui bosse avec qui enseigne du vibe coding, on va dire, je crois que c'est ça. Et il a une stratégie organique. Et sur sa stratégie organique, qui fonctionne très bien, ben, le truc c'est qu'il n'arrive pas à closer suffisamment. Il fait 70K, il a 50 000 vues sur sa chaîne YouTube. Mais en fait, si tu arrives à sortir que 50K sur ta chaîne YouTube en organique, ne va pas sur YouTube Ads, ne va pas sur Meta Ads. Parce que lorsque ça va commencer à te coûter de l'argent de générer des prospects, tu vas aller nulle part. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer sur une phase de conversion, donc profit maximisation. Donc déjà, la question c'est, est-ce que tu appelles tes leads toutes 5 minutes? Tous les leads qui arrivent, qui soient soit une opt-in, soit les prospects qui viennent de laisser leur numéro de téléphone sur iClose. Si tu ne captures pas les prospects sur iClose, les 70% de prospects en plus, tu es out. Tu ne peux pas te permettre, parce que vous n'êtes plus là. Hein. On n'est plus dans les 30 glorieuses. Hein. Vos coûts par appel sont en 80, 100, 200 $ parfois. Donc vous ne pouvez pas vous permettre de payer vos appels trop cher. Parce que vous devez arriver avec une offre incroyable et parce que votre coût d'opération est si haut.
Si vous voulez délivrer de la qualité, que vous voulez ensuite transformer en case study, qui va ensuite fuel votre content en organique et vos vidéos sur YouTube et sur YouTube Ads et Facebook. Pour préparer, donc déjà c'est une vidéo que tu peux faire sur Zoom ou sur Riverside, donc c'est des testis comme ça. Lorsque tu commences à avoir 15-20 testimonials, tu dis ok très bien, on va faire un événement dans 3 mois ou dans 2 mois où tu les invites et tu les vois en présentiel et tu fais le type de contenu que je faisais, combien tu as généré. Et c'est une boucle. Tu dois capturer tous tes prospects. Tous les prospects qui passent et qui ne réservent pas d'appel, tu dois absolument les capturer. Ça va te sortir 70% de prospects en plus. Ces prospects, tu dois envoyer un message et les recontacter sous 5 minutes. Même Alex Hormozy en parle. Tu fais x4 sur tes taux de conversion. Il n'y a rien qui te permet de faire x4 sur tes taux de conversion. Il n'y a rien de plus facile et simple qui te permet de multiplier par 4 le cash collecté ou diviser par 4 tes coûts par appel, tes coûts par achat. La seule chose que tu as à faire, c'est de plugger avec Close, de capturer les prospects en amont, de faire en sorte de connecter aussi l'Unified Inbox. Pour ceux qui sont en bêta, ils l'ont déjà, sinon ça arrive le mois prochain. Pour envoyer le message au prospect sous les 5 minutes. Parce qu'il n'y a que 2 raisons pour lesquelles tes setters ne contactent pas les prospects suffisamment rapidement. C'est soit parce qu'ils sont occupés, soit parce qu'ils branlent rien. Et avec l'Unified Inbox, ils n'ont pas à s'en occuper. Le premier message va être envoyé et ils vont se réveiller le lendemain avec les réponses. Parce que franchement, envoyer un message à tous les prospects dès qu'ils viennent d'arriver, franchement, c'est l'esclavagisme moderne. Il y a autre chose à foutre en fait. Hein. Et tu veux que tes prospects, tes setters se focalisent sur des prospects à haute intention, tu vois, intent. Parce qu'en fait, si tu fais ce que je t'ai dit avec le fait d'arriver à trouver la bonne régie publicitaire, Meta, YouTube, TikTok, Snapchat et organique, et que tu arrives à trouver tes forces et tes faiblesses dans tous ces différents points, et tu as trouvé finalement ton morpion, hein, et tu as trouvé qu'en fait, YouTube Ads, c'est ton big play de l'année, ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas avoir beaucoup trop de prospects. Et si tu as beaucoup trop de prospects et que tu ne captures pas les prospects en amont et que tu n'as pas un système d'automatisation pour les setters pour recontacter tous ces prospects en moins de 5 minutes, alors qu'aujourd'hui, avec un business qui fait beaucoup moins que ce que tu feras avec ça, tu n'es même pas en capacité tes setters ne tiennent pas la route. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas laisser beaucoup trop d'argent sur la table. Et donc du coup, peut-être que tes recettes, ton revenu va augmenter, mais parce que tu n'es même pas en capacité de contacter tes prospects sous 5 minutes, ben forcément ton opération n'est pas... Sur un truc aussi simple, c'est pas fait encore, on n'y est pas. Donc sur le reste, avoir des coachs qui s'occupent de tes clients, qui délivrent le bon résultat, etc., ben, je mets ma main à couper que tu n'étais pas au niveau là-dessus. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que tu as tes recettes qui augmentent, tu vas avoir tes coûts qui vont augmenter, tu vas recruter beaucoup de personnes, sauf qu'au bout d'un moment, tu vas te faire bannir par YouTube, ou YouTube va plus fonctionner de la manière dont tu veux. Ton paiement provider va sauter, parce que ça, c'est des Black Swan Events qui arrivent. C'est des événements... un Black Swan Event, c'est censé être un événement que tu ne peux pas prédire. Mais là, je te le prédis en avance, hein, parce que ça arrive pour tous les business. Et donc du coup, tu vas te retrouver à avoir des coopérations qui dépassent tes recettes parce qu'il y a un Black Swan qui est arrivé, tu es out of business. Félicitations. Tout ça parce que tu n'as pas capturé les prospects, tout ça parce que tu n'as pas envoyé le message avec l'Unified Inbox en premier, tout ça parce que tu n'as pas un système pour pouvoir traquer tes conversions, parce qu'il n'y a rien de plus important que les conversions. Parce que les conversions, c'est là où l'argent se fait. Je te dis, je parle avec des personnes qui ont des millions de followers. Et parfois, lorsque je leur mets avec Close, je me dis, mais comment ils ont fait pour faire autant d'argent jusqu'à maintenant? Et donc toi, qui n'as pas de followers, qui a moins de 100 000 abonnés, qui fait 200-300 000 euros par mois, si tu fais pas ce genre tu prends pas ce genre de précautions, tu n'as aucune chance à long terme. Et le truc qui est top, c'est que tu devrais utiliser ce business-là pour apprendre, comme je l'ai fait avec Florian, comme je l'ai fait avec l'e-com, comme je l'ai fait avec Closing Mastery, avec Setting Mastery et avec iClosed, encore aujourd'hui. Du coup, la vidéo s'est arrêtée parce que plus de batterie. La conclusion de cette vidéo, c'est quoi?
c'est que tu dois utiliser ton expérience passée et tes conclusions pour déterminer des asymétries de marché qui vont se transformer en avantages compétitifs. Et pour ça, il faut de la conviction, et la conviction vient de l'expérience passée. Une fois que tu vas avoir ça, que tu as déterminé exactement la symétrie entre l'offre et la demande, ton job, c'est d'aller identifier, tu as deux pans. Tu as le côté, ce que ça va me coûter en termes d'opération pour pouvoir fulfill ça à scale sans avoir à soit avoir ta réputation qui est défoncée dans les 24 prochains mois parce que tu as vendu quelque chose que tu ne pouvais pas délivrer, soit parce que tu es enfermé dans une entreprise où en fait tu es esclave et on ne peut pas se passer de toi parce que tu es le key man risk. Une fois que tu as ça, ton job, c'est d'aller chercher les conversions. La manière la plus simple d'aller chercher les conversions, c'est en profit maxant ton côté sales. Avec le speed to lead, capturer les prospects en amont, disqualifier, pour ne pas avoir trop de dettes opérationnelles. Avec Closed.io. Ensuite, distribution, où est-ce qu'on va aller chercher les prospects? Donc du coup, Meta, YouTube, TikTok, Snapchat, organique, c'est une matrice qui, en fonction de ton business, en fonction de ta compétition, en fonction des règles de la régie publicitaire, qu'est-ce qui te laisse dire, qu'est-ce qui te laisse promouvoir, les régulations, joue un rôle majeur sur ta capacité à obtenir du lead at scale, convertir ce lead et fulfill ton offre à un coût qui est acceptable pour toi pour te laisser avec 30, 40, 50%, 60% de marge en plus. Il a le play. On prendra dans les prochaines vidéos quelques publicités qu'on a faites et on vous montrera un petit peu sur YouTube Ads comment est-ce qu'on fait pour print. Mais la leçon, c'est je vous conseille toujours de tester votre offre, votre VSL, votre funnel actuel sur les autres régies publicitaires. Et n'écoutez pas les gens qui disent « Ah, mais YouTube, ça marche pas » ou « Facebook, ça marche pas » ou parce que j'ai des compétiteurs qui fonctionnaient sur Facebook. Après, je sais pas l'argent qu'ils faisaient. Je pense qu'ils faisaient pas beaucoup. Mais quand même, ça mérite de mettre un petit 10K de budget et parier sur Meta, YouTube, TikTok, Snapchat. Juste un bet, tu vois, tu t'envoies 40K, juste tu testes. Et il faut suffisamment de data. Par exemple, sur YouTube, ça on en pourra en parler dans la prochaine vidéo, mais sur YouTube, ça prend du temps à s'optimiser. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les gens ne vont pas sur YouTube. Et les gilets jaunes, ils ne vont pas sur YouTube parce qu'eux, ils veulent des conversions dessus, ils veulent manger dessus, ils veulent du manger. Sauf qu'en fait, tu es obligé de tester longtemps. Et longtemps, c'est un mois et demi. Un mois et demi à 1000 balles par jour. Et ça pousse beaucoup de gens à ne pas tester la plateforme. Ce qui est génial pour nous. Parce que du coup, tu vas pouvoir y aller. Tu comprends? Parce qu'encore une fois, asymétrie de marché. Et vraiment, voilà. J'espère que ça vous a aidé.